Bienvenue à Beautiful People, le podcast qui se penche sur les phénomènes psychologiques et sociaux. Mon invité aujourd'hui, André Marcoux, était auparavant chroniqueur. Il est aussi sociologue, auteur, professeur, chercheur. C'est un véritable spécialiste des technologies de l'information. Il travaille aussi présentement sur de nombreuses recherches qui touchent à peu près toute l'ère du numérique, l'ère du big data. Donc, vous vous doutez bien que le podcast d'aujourd'hui va se pencher pas mal sur les enjeux qui y sont liés, mais aussi sur les impacts. Donc, sans plus attendre, je vous dis bon podcast. André Mondoux, merci d'être avec moi ce matin. Ça fait plaisir. Pour commencer, je voulais juste mettre les bases. Est-ce que vous me permettez de vous tutoyer? Certainement. Pour le reste du podcast? Excellent. Vous êtes un grand spécialiste des technologies de l'information. Donc, pour mettre... Pas qu'à 5 pieds 8, je suis pas sûr que ça je rentre dans la catégorie des grands, là, mais bon, ça, c'est à voir. Ah bon. Fait que pour mettre un peu tout le monde peut-être dans le contexte, là, inscrire notre sujet dans son contexte, j'aimerais ça que vous nous expliquiez peut-être en quoi et pourquoi qu'on dit que la société, depuis environ 1945, est devenue de plus en plus technicisée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que ça signifie? Puis pourquoi 1945? En fait, il y a plusieurs regards qu'on peut jeter. 45, c'est parce qu'il faut voir aussi que c'est un boom très puissant d'innovation, de découverte technologique. Et ça a été nourri par un accord tripartite, le gouvernement, l'industrie privée et les universités aux États-Unis. Et l'accord de 47, donc, a été reconduit de façon permanente. Alors, il y a comme une marque là. Ceci dit, la technique et l'humain, ça date pas de 45, ça remonte à très loin. Hein? Donc, comme disait l'autre, la technique est ni bonne ni mauvaise et elle est surtout pas neutre. Et c'est ça le défi. Donc, mais en ce moment, ce qu'on constate, c'est que effectivement, depuis la deuxième moitié là, du 20e siècle, cette technicisation devient ubiquitaire et devient un peu partout. Et en sociologie, par exemple, si on regarde les travaux de Michel Freytag, c'est-à-dire que, au final, les médiations symboliques sont moins transcendantales, des trucs de mise en commun, qu'ils deviennent justement opérationnalisables. Et c'est ça, pour moi, la grande technicisation contemporaine. C'est-à-dire que on est une société où les finalités se sont étiolées. Tout est relatif maintenant, liberté, j'ai fait mes recherches, etc. Donc, et qu'est-ce qui prend la place? Il faut dire qu'il y a deux choses, hein, juste pour revenir en arrière, pour mettre la table. Il y a cette tendance que Lyotard appelait la chute des grandes valeurs ou la fin des grands récits. Des grands récits, oui. Et montre aussi par rapport à ça, ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'hyper-individualisme, hein, c'est-à-dire une société fondée sur le primat du jeu, qui ultimement prétend advenir par et pour lui-même. Et ça aussi, ça date de longtemps. Ça, c'est l'Hypovatsky, l'ère du vide, les années 80, les procès de personnalisation. Donc, on peut dire là, qu'à un moment donné, ça s'est vraiment très développé. Et au fur et à mesure aussi que la mondialisation, qui a joué aussi dans le sens de la réseautisation, et ça aussi, ça a joué pour beaucoup, c'est-à-dire de répandre non seulement les réseaux, mais ce que Freytag appelait formalisme, systémisme, hein, dans le fond, c'est que les opérations sont devenues des fins en soi. C'est ainsi que les valeurs de performance, optimisation, le monitoring, la quantification deviennent la chose première et se suppléent au symbolique. Et là, on comprend pourquoi. C'est parce que l'hyper-individualiste dit tout le pouvoir est relatif, donc il n'y en a aucun qui est vraiment légitime. Mais si la technique est neutre, elle peut passer. Et voilà pourquoi les deux vont de pair. Il n'y a plus de vérité, en fait. Là, on parle de post-vérité. Je peux faire un séminaire là-dessus, justement. Ah oui? Oui. Un peu comme, je pense que c'est Miworski, je pense, qui est venu avec cette proposition. Il y en a plein en même temps. Hein, c'est parce que c'est cette idée que, finalement, tout est relatif. Donc, et en fait, c'est comme disait l'autre, pour nous punir, les dieux exaucent nos désirs. Hein? Le néolibéralisme a misé sur l'individu. On se rappellera le néoconservatisme, on se rappellera Mme Thatcher, il n'y a pas de société, juste des individus. Maintenant, c'est ça. Et en ce moment, on voit très bien ces deux
tendance-là, très lourde, se rencontrer en ce moment au sein de la pandémie. C'est-à-dire que d'une part, l'hyper-individualisme, fuck la science, j'ai fait mes recherches, liberté, et de l'autre, la population, pandémie, panne, tout démiosse le peuple. Donc, une pandémie, c'est social par essence. Eh bien, elle est gérée par des chiffres, principalement. Ouais. Ben, c'est drôle parce que je voulais m'en aller un peu là-dedans parce que, tu sais, pour résumer, résumer, vous avez dit beaucoup de choses auxquelles je m'accroche puis je suis comme, on va y revenir. Mais pour résumer un peu vos dires, en fait, depuis il y a eu un essor vraiment significatif au niveau de la technique, c'est venu avec une quête de progrès, une quête de performance. Puis ça, cette quête-là, elle s'est reflétée chez l'humain également. Je ferais une distinction. Je ne suis pas sûr que c'est une quête plutôt, parce qu'une quête, c'est de poser un a priori laquelle on se décide. Tandis que maintenant, il n'y a plus d'a priori. Il n'y a plus d'achèvement. Il n'y a plus de transcendant. Mais l'achèvement, il est en temps réel. Ouais. Donc, c'est, d'ailleurs, on regarde les jeunes générations de chercheurs sont dans les affects. Hein? Et d'ailleurs, je regardais des collègues, des divergences dans les approches, mais on parle de dépsychologiser les individus. Bon, mais c'est parce qu'à ce moment-là, tu les transformes en boîte noire. Et là, c'est ça aussi le technicisme. Sur le plan sociopolitique, c'est l'idéologie cybernétique. Input, output, contrôle. Et là, ça devient... d'ailleurs, Céline Lafontaine, ma collègue à l'Université de Montréal, serait d'accord aussi, ce qu'on appelle du behaviorisme cybernétique. Hein? Regarde la montre, hein? Rouge, arrête, vert, on y va. Donc, la communication devient de moins en moins symbolique et de plus en plus signalétique. Et ça, c'est le temps réel. Et autrement dit, ce qui circule, c'est pas le contenu, c'est la circulation elle-même. Et ça, Facebook, les médias sociaux en sont une preuve vivante. C'est-à-dire que peu importe le contenu, on le voit bien là avec les ravages que ça fait, c'est la circulation en elle-même parce que c'est elle qui est le modèle d'affaires, c'est-à-dire de faire circuler les informations, monter des profils. Des profils. Des profils aussi. Allons-y par... L'union serait des profiteroles, mais bon... Oui, sautons dans ce sujet-là, les médias sociaux, en fait. Je sais que vous êtes, depuis presque 10 ans, je crois, que vous vous prononcez sur ce sujet-là, dans le sens que, tu sais, que vous voyez venir... Oui, c'est ça, là. Tu sais, vous l'avez vu venir de loin, là, que, tu sais, tout ce qui était dangereux, qui était attaché à ça. Là, vous avez parlé d'hyper-individualisation, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme danger? Parce que tu sais aussi ce qu'on peut souligner, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, qui s'est développée aussi avec l'idée de la cybernétique et compagnie, on a développé des algorithmes hyper puissants, les big data, sur lesquels vous travaillez souvent. C'est quoi le danger qui est rattaché avec ces algorithmes-là, ces big data-là? Ouais, il y a plusieurs dangers en jeu. Sur le plan individuel, l'hyper-individualisme, c'est des dynamiques. Et là où ça rejoint la technique, c'est le temps réel. Pour l'individu, le temps réel, c'est un principe de jouissance. Je veux les choses ici, maintenant. Et ça a commencé à émerger avec ma thèse de doctorat. Je travaillais sur le partage et piratage, dépendamment du point de vue, de musique MP3. D'aller chercher l'instant présent. Et ça veut dire que finalement, on n'est plus dans le désir et la longue durée, on est dans l'achèvement, la consommation de l'objet du désir. C'est ce qui s'appelle la jouissance. Or, une fois qu'on a joui, qu'est-ce qui se fait? On crée du vide et il faut recommencer. Donc, cette dynamique hyper-individualiste, elle est basée sur une drive de jouissance. Elle produit du manque. Voilà pourquoi on parle d'hypersexualité, hyperconsommation. Qu'on parle des médias sociaux comme une drogue, là, qui l'est au sens de ce que ça crée dans notre cerveau, en fait. Et la même affaire, si vous regardez, par exemple, les nouvelles en temps continu ou en temps réel, c'est la même chose. Je veux dire, qui c'est qui n'a pas été accroché par des grands événements? On écoute la télévision, puis on y retourne. D'ailleurs, beaucoup de monde ont fait ça avec la présidence de M. Trump. À tous les jours, qu'il se passait des affaires. Et là, c'est ça. C'est une stratégie néolibérale là, d'utiliser, par exemple, les fake news. Ça aussi, ça s'est accompagné des algorithmes, là, de dépendance à ces algorithmes-là. Là. C'est parce que au moment où la circulation devient première, ce qui circule est plus... D'ailleurs, c'est plus filtré par le journalisme. Qui a perdu un peu de sa position institutionnelle là-dedans. D'ailleurs, le journaliste aussi, il y en a deux des sujets, mais le journaliste qui fait partie de la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire les pertes des grandes valeurs, ils deviennent une source comme tous les autres. Oui, puis c'est pour ça qu'on parlait tantôt de post-vérité aussi. Là. C'est dans ce sens-là que plusieurs intellectuels parlent de la période dans laquelle on est, parce que
on sait plus vraiment qu'est-ce qui constitue une vérité, puis il y a plus personne qui possède cette vérité-là. Puis c'est là-dessus que Trump misait, en fait, parce que tant qu'on est dans un... J'imagine, en fait, tant qu'on est dans une ère tout le temps de confusion, puis on s'estime sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis nanana, ben on n'est jamais stable, on est toujours en période de conflit, on est toujours... Puis les algorithmes nourrissent, j'imagine, ce phénomène-là des fake news. Est-ce que vous considérez que c'était stratégique de la part de Trump, mettons qu'on... Non, je pense pas. Non? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont là-dedans. Il y a le fait que pour la circulation, fait que les contenus sont là, il n'y a plus de chien de garde où il est moins fort qu'avant. Et vous avez aussi, surtout, c'est parce que quand on dit post-vérité, c'est aussi multiplication des régimes de vérité ou des vérités entre guillemets. C'est parce qu'avant, on m'avait posé la question comme prof, j'aurais dit, ben oui, la vérité, on la recherche, mais on ne l'atteint jamais. Hein, comme disait Bourdieu, notre devoir est celui d'objectivation. Et c'est ce qui fait que la science, comme toute autre chose dans cet univers, ça existe parce que ça se reproduit dans le temps et ça change. Qu'est-ce que vous voulez dire pour préciser là, pour les auditeurs par objectivation? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, c'est-à-dire que je dois faire du mieux que je peux pour me mettre moi-même en question, tout en sachant qu'il y aura toujours une part de moi-même dans la vérité que je construis. Autrement dit, c'est comme une imagination transcendantale. Ça vient d'en haut, entre guillemets, mais ça vient aussi de nous autres. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on libère ça, ben chacun a sa propre vérité. Et comme disait le philosophe Alain, le problème avec ceux qui cherchent la vérité, c'est qu'ils finissent parfois par la trouver. Et là, ça donne ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire le retour d'une droite décomplexée, la loi et l'ordre, parce que et le Trumpisme, c'est ça, c'est de secouer l'arbre des institutions, de la transcendance au profit d'un individu. Je veux dire, c'est drôle parce que quand j'ai commencé ces concepts-là, je recevais des rushs il y a une vingtaine d'années. Tu sais, ah oui? Hyper-individualiste, que c'est ça, ta. Puis là, aujourd'hui, je regarde Trump, tu sais, c'est comme... C'est un cas patent là, de ça. Ah, oui. Mais donc, ça, fait partie des problèmes. Je reviens à l'individu. Ouais. Ce que je dis souvent à mes étudiants et étudiantes, c'est que, bon, c'est le fun, vous êtes libérés du joug de la disciplinaire, n'est-ce pas? Mais en même temps, tout est de votre faute. Si ça ne marche pas, c'est sur vos épaules. C'est ça. Et là, d'où la pression de performance, là, j'imagine, ça vient de là, en fait. Et l'anxiété. Bon, la pression de performance, c'est aussi l'idéologie technicienne cybernétique. S'il n'y a plus de valeur, et c'est la circulation, c'est les opérations qui comptent, il faut être productif pour être productif. Je faisais un séminaire avec mes étudiants il y a quelques jours, et puis je suis juste allé voir pour le fun. On est allé sur Google Play, l'Apple Store, les applications. C'est fou, les catégories d'applications de productivité personnelle dans lesquelles on s'entoure et qui sont comme autant d'injonctions. Comme dirait Foucault, c'est des actions, c'est une action sur des actions. C'est-à-dire qu'on recrée nous-mêmes ces choses-là. C'est quand? C'est l'an dernier. J'ai fait un séminaire sur les montres. L'Apple Watch, justement. Mm-hmm. Et ce qu'on avait... s'inscrit, excusez-moi de la parenthèse, qui s'inscrit un peu dans le mouvement du Quantify Self. Tout à fait. Je ne sais pas si on peut définir ce mouvement-là, parce que je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui en a entendu parler en soi, parce que c'est quelque chose, je pense, qui est plus... c'est ça, dont on discute beaucoup dans le domaine de la sociologie, mais qu'est-ce que le Quantify Self? Le Quantified Self, c'est l'auto-mesure de soi. Et je dis bien auto-mesure. Revenons sur cette transcendance disparue, ce qui fait que notre identité, on la reçoit moins. Il faut plus la construire nous-mêmes. Et les médias sociaux arrivent exactement là. Souvenez-vous, vos premiers pas dans les médias sociaux. T'es qui, toi? Qu'est-ce que t'aimes? Moi, je suis ci, moi, je suis ça. Et comme je dis à mes étudiants et étudiantes, combien de fois vous avez fait le pouce en bas dans Facebook? Ben, il n'y a pas de Facebook en bas, c'est mon dos. Exactement. Hein? Donc, les médias sociaux fonctionnent un peu comme le miroir objectivant nécessaire. De nous-mêmes. De nous-mêmes, mais c'est comme si on se regardait nous-mêmes. Et c'est ça l'hyper-individualisme. D'ailleurs, le selfie est le symbole de ça. Je prends une photo de moi, par moi, où et quand je veux, en temps réel. Et là, ma jouissance. Donc, alors, le Quantified Self, c'est de dire, ben, finalement, mes valeurs sont moins
se distinguent, là, sont moins dans les finalités universelles, entre guillemets. Les grands récits les grands récits, tantôt. que plutôt dans la technicisation, c'est-à-dire les performances du corps. Donc, je mesure et je peux mesurer les progrès, hein, et pour de rehausser. Et ça devient... C'est moins fort que c'était, je pense, mais c'est rendu plus dilué et on s'en rend même plus compte. On n'appelle plus ça quantified self, c'est rendu normal. Exact. Moi, je suis pas d'accord avec le fait que c'est rendu... c'est moins présent parce que, tu sais, pour être, activement sur les réseaux sociaux, là, comme tout le monde, tu sais, le nombre de fois que je vois, mettons, j'ai couru tant de kilomètres en tant de temps. Wow, j'ai amélioré mon temps de tant de temps. C'est juste ça, là. Ça, c'est un bel exemple, je trouve. Tout à fait. Du mouvement. C'est pour ça que je te dis qu'on parle moins du mouvement comme tel en ce moment que... Parce que la personne qui fait, il va faire ses données avec sa montre, je suis pas sûr qu'elle se dit je fais du quantified self. Non. Je pense plutôt qu'elle fait de la production et de la production évaluée. Je reviens sur les montres. À un moment donné, j'avais trippé là-dessus et j'avais regardé. Il y a des concours. Et bien sûr, parce que l'idée, c'est de... Le sujet est hyper individualiste, là, il faut qu'il produise des traces. Il produit des traces, ça rentre dans le système, entre guillemets, et ça lui est retourné sous forme de double numérique. Ça, c'est une autre notion qu'on y reviendra, qui est un peu fausse. Mais, et lui-même, ce sujet-là, il produit... C'est une injonction à la production. Alors, sur les montres, par exemple, il y a des concours. Mais pas des concours du meilleur score. Non, le concours de... T'as-tu fait tous tes exercices tous les jours? Hey, t'as battu Sarah parce que t'as été plus discipliné. On est beaucoup dans la comparaison, là, clairement. Là. Oui, mais c'est surtout de dire, regarde, je suis plus discipliné, c'est ça. Et le concours, c'est la ludification, parce que s'il n'y a plus de grande valeur, comment est-ce qu'on va mobiliser l'hyper-individualisme? C'est la notion de plaisir ou de danger. Hein? Oui. Et d'ailleurs, on parlait de problèmes. Il y en a un avec le temps réel. C'est que, en principe, une partie de notre cerveau est là pour composer avec temps réel, je me sauve ou je me bats. Mais là, il y a tellement de sollicitations en temps réel que cette partie-là du cerveau est en train de s'atrophier. Mais là, paniquez pas, là. Mon Dieu, notre cerveau change. Le cerveau est toujours en train de changer, OK? Ouais. C'est correct, là. Je veux dire, c'est correct. C'est pas parce qu'il n'a jamais changé, puis là, c'est dramatique parce qu'il change. Il a toujours été en train de changer. Alors ça, c'est un autre problème, potentiellement. On parle d'addiction, hein, de la production du monde. Et socialement aussi, c'est la fin de la praxis, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique. Celle-ci, le politique est occulté par les rapports de production au sens technique du terme, non pas marxiste, là, mais les rapports de production. Et puis, ça occulte le politique. Par exemple, pour savoir ce que la population veut, on va faire des sondages, des probabilités, et là, ça devient du big data. C'est ce que je m'en allais dire. Et c'est une représentation numérique, abstraite, mais il n'y a plus personne qui a de pouvoir là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parlait avant de rentrer en ondes. La sociologie tousse beaucoup ces temps-ci, parce qu'il n'y a plus de société, il y a un système. Oui, puis vous l'avez mentionné tantôt, mais des Margaret Thatcher qui disaient la société n'existe pas, c'est qui mettait en fait, je pense que c'était des années 60... 80, hein. Puis c'est ça, elle, c'est un début de néolibéral. Néoconservatrice, oui, c'est Reagan, Thatcher, Mulroney au Canada, et ça a parti, c'est le retour de Théorie d'Hayek, Friedman en économie, ça l'a monté, et aussi ça a contribué à la mondialisation, qui aujourd'hui, il y a une partie du Trumpisme, c'est des effets contre la mondialisation, hein, parce qu'il y a eu des problèmes, l'exportation d'un paquet d'industries hein, qui se fait plus aux États-Unis ou ailleurs. Puis, pour revenir un peu à ce qu'on disait tantôt, on a parlé justement du quantified self et compagnie, mais de manière plus globale aussi. Est-ce qu'on pourrait parler de transhumanisme? Parce que j'ai goût... Tu sais, ça me fait rire parce que peu importe avec qui j'en parle, qui n'est pas en sociologie dans ses études ou qui n'a pas eu de cours du tout, là, n'a aucune idée de quoi qu'on parle. Fait que je ne sais pas si on peut donner une définition à ça qu'on peut expliquer donner des exemples dans quoi qu'on peut percevoir ça. En fait, on est en train de changer nos repères civilisationnels. Il y avait ce qu'on appelait l'humanisme, la modernité libérale, un sujet dans un État, contrat social, tout ça. Le transhumanisme passe par beaucoup
recoins. Par exemple, de l'extension du vivant hors du biologique, hein, donc on passe à Rakerswell, hein, de se greffer des outils, parties. des nouvelles parties, etc. Puis vous considérez en fait le téléphone hein, comme un prolongement de soi, les médias sociaux Tout à fait. soi comme... c'est la technique, en fait. Ça entre dans ce mouvement-là. Là. C'est-à-dire que ce mouvement-là fait partie du plus large. La technique est toujours une extension. La caméra, c'est pas transhumaniste, mais c'est une extension de nos yeux. Les lunettes. Les lunettes. C'est pas transhumaniste pour autant. Ouais, non, c'est ça. En fait, c'est de balayer cet humanisme-là qui reposait sur une vision qu'on pourrait appeler substantialiste de l'humain. Et là, on le rouvre. D'ailleurs, il y a du neuromarketing, la dépsychologisation des comportements d'influence. Imagine. Autrement dit, on va travailler de l'influence, mais on va dépsychologiser. Ça veut dire ça qu'on est dans ce que Deleuze appelait des individus. Hein? Alors, on ne compte que dans la machine plus grande de faire tourner ici sur les données. Hein? Vous avez mentionné intelligence artificielle. Ça prend de vastes quantités de données pour pomper ça. Et les médias sociaux sont là. La Chine est un exemple parfait. La Chine, oui, le numéro un en intelligence artificielle, parce que ces médias sociaux qui sont contrôlés par l'État, il y a ben du monde, puis ils peuvent tous récolter les données. Alors, évidemment qu'ils font plusieurs choses avec ça, dont le mal célèbre, le contrôle social, hein, c'est-à-dire des punitions, des contrôles sur nos comportements. Mais l'idée, c'est que transhumaniste aussi, ça veut dire aussi que le contenu humain, symbolique, compte moins. Hein? Combien de fois on a entendu dire « Ah, on a eu vos données, mais rassurez-vous, on a juste pris les métadonnées. » Bon, de un, je peux prendre 2-3 bases de métadonnées puis réussir quand même à identifier du monde, de un. Mais de deux, ça veut dire ça que ce que j'ai à dire compte même pas dans les décisions. Oui, c'est ça. Et je trouve ça un des dangers pour revenir aux conséquences qui sont problématiques. Il y a celle-ci. Et aussi que si tout devient automatisé dans les opérations, parce que dès qu'on quantifie et dès qu'il n'y a plus de valeur et dès qu'il s'agit juste de cliquer sur des comportements de façon behaviorale, ben là, on est dans un monde de vélocité, hein, l'accélération sociale. Hein, ceux qui veulent lire ça, c'est M. Rosa Hartmut qui a fait un beau petit livre là-dessus. Et puis c'est ça. Puis l'accélération sociale, ben, c'est le temps réel du fonctionnement de la technique, le temps réel de la gratification de l'hyper-individuel. On voit que c'est toutes des dynamiques qui sont imbriquées, en fait. Ben oui, elles se reproduisent entre elles. Donc ça, et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, la société devient un système. Et puis là, et conformément à la cybernétique, et d'ailleurs, ceux qui s'intéressent à cette notion, il y a Gilbert Simondon, le philosophe le plus célèbre des philosophes inconnus, disait Deleuze. Mais lui, il dit c'est la Chine maintenant qui est porteuse d'outils. Et il dit il ne faut pas confondre technique et machinisme. Hein? Le machinisme, c'est une forme de la technique. Et le machinisme, c'est la répétition même. Et ça, c'est très cybernétique. C'est le système d'engrenage. En fait, c'est plus que ça. C'est très cybernétique. Parce que la notion principale en cybernétique, c'est la rétroaction en vue de faire l'homéostasie. Right? Ouais. Donc, est-ce qu'on peut définir l'homéostasie? J'arrive. Homos, même, stasie, ma place. Donc, je prends ma même place. Et c'est ce que fait la rétroaction. Elle reproduit au même. Or, la question, et je ne suis pas en train de dire que c'est pas vrai, c'est nécessaire, mais en soi pas suffisant, parce que le même qui est reproduit, il vient de où? Un autre même. Là, on rentre dans l'idéalisme. Là. Ça veut dire ça que ça prend quelque part une nouvelle, la création. Et ça, c'est pas machinique. Et la plupart des philosophes, Simondon, Stigler, Heidegger, en partant par lui, cette idée de... Oui, la technique est une extension de nous, mais si on ne fait pas attention, on peut confondre notre propre destin avec celui de la technique, c'est-à-dire de devenir nous-mêmes quantified. Et là, on rentre dans... C'est ça, de se définir à travers ça, en fait. Bien, plus que ça, c'est de confondre notre destin. Heidegger disait, c'est parce que dans la technique, il y a le pouvoir du pouvoir. Il a un exemple de ça. On va revenir aux médias sociaux. On a tous des amis dans la vie. Hein? Et ça, c'est très symbolique, des amis. D'ailleurs, symbolique vient de symbolon, pierre d'argile qu'on casse en deux, qu'on donne à l'autre pour marquer l'amitié. Puis c'est le symbolique aussi pour dire il y a le signifiant puis le signifié, ils sont séparés. Bon, bien, le symbolon, comment est-il représenté dans Facebook? C'est un compteur. C'est un compteur, exactement. Nombre d'amis que tu as. Quelle direction qu'il peut avoir? Nombre de likes que tu as sur... Pardon? Il y a une seule direction qu'il peut avoir, ce compteur-là.
Plus. Ouais, c'est ça. D'où ça vient, Exact. ça, le plus. Exact. Ben, il produit des amis. Bon, ben, produit la production d'amis. Exact. Et là, on confond notre destin avec celui de la technique. Mon but, c'est d'avoir le plus de compteurs d'amis. Pas nécessairement d'avoir de bons amis, de bons échanges. Et là, on tombe dans la quantification, démesurée. Plutôt que la qualité, là, carrément. Là. C'est ça. Ben, ça, pour moi, c'est Parce un que signe de technicisation. Puis, tu sais, de manière plus globale, on dirait presque qu'on pourrait dire qu'il n'y a plus de sens à ça. Là. Tu sais, on est en train de perdre ce sens. Oui, c'est ça. On fait, justement, on est dans cette rétroaction-là. On revient à plein de sujets qu'on touche depuis tantôt. C'est vraiment cool. Mais pour revenir, mettons, aux médias sociaux, est-ce qu'il y a d'autres impacts qu'on n'a pas touchés que vous aimeriez... parce qu'il y en a beaucoup. Ben, écoutez, prenons-en un, par exemple, de l'espace public en termes de communication. Traditionnellement, face aux géants de ce monde, la politique canadienne, explicitée par la politique radio canadienne, c'était de défendre / promouvoir l'identité, c'est-à-dire la culture canadienne. L'identité de la nation. C'est ça. Alors, je vous rappellerai que Mme Joly, lorsqu'elle était ministre de la Culture et des Communications, à un moment donné, a fait un grand rapport pour nous dire que on ne va pas taxer Netflix, les géants de ce monde. On va surtout prendre notre place dans le grand marché mondial, puis on va concurrencer. Parce qu'évidemment, toutes les petites boîtes québécoises et canadiennes peuvent rivaliser avec les Netflix de ce monde. Bon, alors, ça, c'est déjà là. Alors, l'espace public, il devient non pas quelque chose que l'État doit gérer en bon père de famille ou en bonne mère de famille, mais devient libre, néolibéraliste, ouvert à toutes les concurrences et autres. Et on le voit, ça, avec Facebook, qui est quand on tout rend, les fausses nouvelles, propagande. Et roulé par les algorithmes. Fait que qu'est-ce qu'on voit le plus? Ben, c'est les propagandes. C'est les choses qui créent la controverse. C'est les fake news. C'est qui ramassent le plus de likes, etc. Exact. Et à ce moment-là, ben, ce qu'on constate, ben, ça crée une société où, ben, au final, il n'y a plus personne qui prend la responsabilité de l'espace public. Il n'y a plus personne qui dit ça, ça marche pas, là. Ça, tu peux pas dire ça. C'est la faute de... C'est ça. Et en ce moment, et tout ça arrive... Parce que dans le fond, reproduction au même, hyper-individualiste, circulation, on a des valeurs, etc. Moi, ça m'amène à, le rejet d'une altérité, ce qui est à la base de toute réflexion sociologique. Et il y en a une altérité qui, on a beau l'effacer, elle sera toujours là, et c'est la nature. Et en ce moment, elle est en train de nous passer à tabac. Et au moment même où nous devrions être mobilisés collectivement contre ça, on n'a jamais été aussi déchiré en identités multiples et autres, qui sont autant de façons de... Ben, parce que dans le fond, tout le débat sur l'inclusion, bon, personne n'est contre la vertu, évidemment, sauf que ce qu'on nomme jamais, c'est inclusion à quoi? Et là, on voit que c'est cadré de façon hyper individualiste, c'est-à-dire, c'est la reconnaissance de moi, comme si moi je la faisais. OK, c'est beau, mais... On fait quoi après, là? Il reste il y a des... il y a le collectif aussi. Il y a le collectif, et ça, c'est la partie non mentionnée. Et il va falloir qu'on retrouve, et assez rapidement, parce que, je veux dire, ça fait quoi, 50 ans, là, maintenant, là, qu'on a des avertissements, là. Je me rappelle, quand j'étais tout jeune, là, quand je commençais à faire la radio, justement, j'ai invité des écologistes à venir nous parler, puis ça semblait un peu bien flyé, mais aujourd'hui, on dit pas il est minuit moins 5, il est minuit et 5. Non, c'est ça. Et puis on sourit. Ouais. Puis on s'estime pour d'autres choses. Puis c'est ça. Alors ça, c'est quelque chose qui préoccupait d'ailleurs Michel Freitag à la fin de ses jours. Il avait senti que c'était là qu'il devait mettre ses énergies. Puis une partie, en tout cas. Est-ce que vous avez espoir un peu par rapport à, mettons, qu'on parle de la crise écologique, est-ce que vous avez espoir pour un avenir meilleur ou pour une solution? C'est quoi vos pensées par rapport à ça? J'avais posé la question à Michel Freitag lors d'un souper. Puis il m'avait répondu, je pense que ça va prendre une catastrophe. Ça va prendre une crise. Ça. L'humain a besoin d'être au bord du précipice là, un peu pour faire comment?
Puis cette crise-là, puis là, ça a été un peu repris par Naomi Klein suite à l'ouragan de Sandy, qui a dit, quand tout est ravagé à terre, c'est le temps de reconstruire convenablement. Parce que là, c'est vrai, là, c'est réel, là, c'est proche de nous. Il y a aussi, on dirait, cet aspect-là de proximité aussi. J'ai l'impression que l'humain a besoin... Tu sais, on sait qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde, mais tant que c'est pas notre voisin, on dirait qu'on s'en remet chaque jour, on fait comme, ouais, c'est de même, puis on se contente de se dire... C'est un peu le cas avec le réchauffement climatique et compagnie. Là, tant qu'on voit pas à la télévision, par exemple, à travers des écrans ou sur les réseaux sociaux, des fontes de glaciers, ben là, on est comme, oh mon Dieu, c'est normal terrible, mais c'est pas comme ça, on le savait pas, là. C'est juste parce que là, on le voit, tu sais. Exact. Fait que est-ce que ça... Tu sais, parce qu'à la limite, des documentaires qui parlent de cette crise-là, tout le monde est conscient, mais après ça, on dirait qu'on n'est pas suffisamment shaké de ça. Il va falloir que ça nous touche de près, tu sais. Est-ce que vous pensez que... je regardais l'été qu'on a eu, je sais pas, j'appelle ça de nous toucher de très près. Ouais, c'est ça. L'automne qui se poursuit au-delà du 25 décembre. Mais ouais, c'est ça, là. Tu sais, la semaine passée, il faisait 21, là. Je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais... Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que la notion de crisis chez les Grecs, ça renvoie... C'est pas une question de dire d'avoir la bonne réponse ou pas. Ça, c'est une question de rationalité puis de vérité. La véritable crise, c'est l'obligation de faire un choix dans un rapport aux valeurs. Tu sais, entre le bleu et le rouge. Quel qui est le meilleur? C'est pas une question de meilleur, c'est lequel tu veux. Ça, c'est une crise profonde. C'est une crise qui nous indique, qui nous renvoie à qui on est. Et qui on est, c'est comment est-ce qu'on voudrait être. Autrement dit, on est toujours dans une logique de devenir. Et... En ce moment, je pense qu'on est en crise sociétale, civilisationnelle, une crise du politique, une crise écologique, une crise technique aussi. Et puis, pourquoi une crise technique? Dans quel sens? C'est parce que la technique est rendue un but en soi. Là, c'est ça. C'est la crise de la technique. Ouais. Par exemple, il y a pas l'été passé, l'autre été avant, j'avais été convoqué à la commission parlementaire sur l'utilisation d'outils de traçage. Bon. Pour la COVID-19. La COVID. Là, et puis, c'était intéressant qu'à part mon collègue Yves Gingras et moi, on était juste deux sociologues. Puis pourtant, c'est une pandémie, c'est social en partant. Oui. Et on avait un défilé d'informaticiens, de chiffres. Et puis, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, parfait, on va y aller à fond. Alors, j'ai donné un petit cours de sociaux puis de technique. Puis quand j'ai eu fini, la présidente me dit, mon Dieu, c'était intéressant, M. Mondou, c'est rafraîchissant d'entendre parler de ça. Puis j'avais répondu, oui, mais c'est parce que ça ne devrait pas être rafraîchissant, ça devrait être normal. Et aussi normal pour chacun d'entre nous de se penser comme un je singulier habitant le monde et les portes ouvertes de l'avenir qui s'offrent à nous. On devrait également avoir le même réflexe de dire, sais-tu... je viens d'un autre, moi aussi, là, commençant par mes parents. Je veux dire, part de là, puis bon, société, biologie, valeurs, culture, etc. Alors, on a scindé ça, et ça, encore une fois, on a fait une psychologisation des rapports sociaux, souvent, c'est ce qu'on dit. C'est le néolibéralisme, hein? Exactement. Alors, c'est l'individu au pouvoir. Et à un moment donné, je répète, pour nous punir, les dieux exaucent nos désirs. On voulait avoir pas de société, juste des individus. C'est ça. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien qui tient la route. Puis regarde aux États-Unis. On se tient plus nous-mêmes entre nous aussi. Regarde, on conteste les élections, puis c'est faux, là, puis c'est juste ça gueule, là, Trump, là. Mais imaginez, là, qu'est-ce qui assure la stabilité des démocraties occidentales? C'est la passation harmonieuse des pouvoirs, c'est-à-dire la reconnaissance que j'ai perdu, tu as gagné. Next, au suivant, où je me présente. T'enlèves ça, je veux dire. Alors moi, en ce qui me concerne, ils sont pratiquement en guerre civile, les Américains, là, depuis un petit bout de temps. Là. Vous parliez de ce qui tient la démocratie, mais la notion de confiance, j'ai l'impression qu'aussi a été branlée en tabarouette là, au niveau de la politique. Là. Ne serait-ce, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, du moins dans ma génération, de comme, on n'a plus confiance en rien, tout est corrompu, tout est... Puis tu sais, je veux dire, c'est à la base d'une relation de deux personnes, la confiance, et à la base aussi de notre relation à la société aussi. Puis là, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire si on n'a plus cette... tu sais, juste avec la COVID-19, la gestion de la COVID-19, là, on croit même plus aux politiques qui sont mises en place pour nous protéger. On croit même plus que c'est pour nous protéger. C'est grave. Et c'est ça aussi. C'est parce que l'individu déchaîné, délié de tout joug... Il faut bien comprendre une chose, il n'y a pas de vérité sans idéologie.
Sinon, ça devient une vérité universelle. Et si on est vraiment là-dedans, comment ça fait qu'on l'a pas encore trouvé? Puis si on est là-dedans, il n'y a plus d'individualité. C'est dans la vérité, tu es vérité, tu fais rien d'autre que la vérité. C'est pour ça que c'est un concept, quand il arrive au pouvoir, c'est dangereux, ça fait du totalitarisme. Bon, alors le manque de confiance, c'est aussi le déclin des grandes institutions, des grandes valeurs, et la montée de l'hyper-individualisme. Alors, on ne fait pas confiance à... Et avec l'Internet, ben, j'ai fait mes recherches. Mm-hmm. Et ça, c'est un autre sujet, mais tu sais, le monde pense que l'entièreté de notre vécu est sur Google quand je fais des recherches. Si n'est pas sur Google, ça n'existe pas. Hein? Sauf qu'on le sait. C'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux. Oui, mais si je le pose pas, si je le publie pas, je l'ai pas fait, ça n'a pas existé, ça s'est jamais passé, tu sais. Mais le Deep Web, il est 1000 fois plus gros que ce que Google recense, là. Autrement dit, on a l'impression que c'est l'univers au complet, mais c'est une goutte d'eau dans... C'est utilisé aussi, là, le Deep Web, là, oui. dans les big data. C'est de l'altérité, c'est l'extériorité. Parce que ça aussi, à un moment donné, c'est que si on est toujours enfermé dans une même ontologie technique, là, on commence à avoir surveillance, circulation de données personnelles. Rentrons dans le sujet, là, parce que je sais que ça a été mon dada. C'est ça, ça a été votre dada beaucoup. Fait que, mettons qu'on part... pourquoi vous dites que, bon, tout ce big data-là, c'est le début ou c'est même la continuité d'une gouvernance, d'un contrôle. Ce qu'on appelle la gouvernementalité algorithmique. Exactement. Une façon de réguler, enfin, d'instaurer via régulation certaines modalités de rapports sociaux. On le vulgarise ça un peu, parce que je sens que ça va être du chinois pour bien des gens. C'est, dans le fond, reprenons les termes. Donc, une régulation, donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais, des choses que tu fais pas, et ça crée des formes de rapports sociaux. Par exemple, je sais pas, moi, avant, quand tu rentrais dans une maison, tu enlevais ton chapeau. Bon, ben, ça, c'était une norme. C'était une norme, voilà. Donc, c'est qu'on s'en allait avec ça, là, j'ai comme perdu mon... On était en train de décortiquer... Mais juste avant la régulation. Oui, c'est la gouvernementalité algorithmique. Oui, c'est que c'est une forme de régulation. Et cette régulation-là, elle repose sur de la performance, des chiffres et sur le contrôle. Alors, imaginons, là, à la base, on a un sujet hyper individualiste où tout peut arriver. Hein? C'est la jouissance, c'est la... J'ai fait mes recherches, ma liberté. Donc, tout peut arriver. Et de l'autre bord, communément, de façon commune, on aurait une société optimisée. Autrement dit, à la base, ça serait n'importe quoi, et en haut, ça serait tout sauf n'importe quoi. Alors là, ça veut dire qu'il va y avoir une méchante job de disciplinarisation entre les deux. Et elle se fait non pas sous forme de violence, hein, c'est ce que Foucault disait, s'il n'y a pas d'échappatoire, les rapports de pouvoir vont se faire violents, bien là, ils se font par régime de vérité, c'est-à-dire, et ça, c'est la métaphore de la prison, hein, de Bentham, c'est pas tellement qu'on est surveillé, c'est-à-dire que on s'autodiscipline nous-mêmes en fonction de... Et là, je reviens sur les applications de production, les applications de monde, de quantification, qui nous rendent... ce sont des injonctions à de l'action. Par exemple, de dire que j'ai 46% des pas faits aujourd'hui. Bien, ça veut dire qu'il en manque 54% pareil. Et c'est ça qu'on devient des producteurs avant d'être... Et en ce moment-là, on rêve plus, parce qu'on est dans un futur où 2, 4, 6, 8, ça va être 10 après. Et non pas 2, 4, 6, 8, Jello, par exemple. Hein? On pourrait dire ça en poésie. Bien, pour faire une parenthèse à ce que vous venez de dire, tu sais, mettons, vous avez mentionné Foucault. Moi, j'ai le goût de parler de la panoptique un peu, parce que, on parlait de surveillance. Fait que je sais pas si on peut définir ça, parce que j'ai l'impression aussi que les médias sociaux, on est là-dedans aussi, c'est... Tu sais, tout ce qui est dénonciation, là, tu sais, je veux dire, ça a son bon côté, puis ça a son mauvais aussi. Tu sais, on s'auto-surveille tout le monde. Genre, il a fait ça, elle a fait du slut-shaming à télé, elle a fait telle affaire, elle a mentionné tel mot. Tu sais, on est dans tu sais, les médias sociaux, c'est ça que ça fait aussi. Ça fait en sorte que tout le monde se surveille constamment, puis il surveille, puis il est prêt à pointer les erreurs de tout le monde. Puis, et ça vient de la détranscendantalisation, ça aussi. Exactement. Si je ne reçois plus mon identité, je dois faire 2 choses. La construire et 2, la dire. Oui. C'est-à-dire d'être reconnu. Alors, Devant oui, tout le on monde. surveille beaucoup
parce qu'on s'expose aussi beaucoup. Combien de fois tu lis ça quelque part, tu sais, il a fait un mauvais coup, il allait mettre ça sur Facebook, bravo champion, tu sais, mais c'est ça. On est là, on est dans cette heure-là, mais pour revenir à ça, mettons, est-ce que vous pourriez expliquer, je doute que ça soit tellement connu tant que ça, c'est quoi la panoptique chez Foucault? Qu'est-ce qui est... C'est basé sur la prison de Bentham. Alors, imaginez une prison qui serait en cercle avec une cour intérieure. Et chaque cellule a une fenêtre ou des barreaux qui donnent sur l'intérieur de la cour. Et au centre, il y a une tour. Et de la tour, je peux voir à l'intérieur de chacune des cellules. Sauf que des cellules, je ne vois pas s'il y a un gardien ou non dans la tour. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais comme si j'assume qu'il serait là et je m'auto-discipline. Et je pense que on l'a bien charrié, cette métaphore-là, parce qu'il y avait une dimension économique là, aux initiatives de Bentham. Mais je pense que Foucault voulait aussi dire, finalement, le sujet, il prend des choses pour vrai, puis il y va. Hein? C'est ce que je disais à mes étudiants, les rapports de pouvoir entre la vérité ou le savoir, c'est un rapport, le pouvoir. C'est pas quelque chose qui se détient. Si j'ai un pouvoir sur mes étudiants et étudiantes quand je leur parle, c'est parce qu'elles et elles sont là librement dans la classe. Et le régime de vérité, c'est que quand je parle, je fais mes recherches. Moi, j'ai le cas de le dire, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis, après, mais alors, c'est ça. Donc, c'est de dire qu'on s'autodiscipline et on adhère à des choses et on adhère à des choses... À travers le regard des autres. Oui, et on adhère à des choses qui nous inscrivent dans des rapports de pouvoir. Et ça, c'est la grande perte en ce moment. L'hyper-individualisme, là, toutes les revendications identitaires, c'est l'absence de pouvoir qu'ils veulent. Hein, par exemple, on voit ça aux États-Unis, on le voit ça ici, tu sais, un territoire autochtone non cédé, autrefois un lieu d'échange et de rencontre. Comme si on rêvait à un monde où il n'y avait pas de politique. Excuse-moi, mais quand juste l'histoire de Montréal, il y en a eu des massacres, des guerres. Là. D'ailleurs, je vois pas pourquoi les Autochtones seraient mieux ou moins bons que l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des guerres, il y a des bons coups, des mauvais coups, je veux dire. Mais ce qu'on idéalise, c'est un monde sans politique. Et pourquoi? Si personne ne peut faire pression sur moi, je suis bel et bien pour et par moi-même. Autrement dit, c'est des rapports politiques à l'ère de l'hyper-individualisme. Ça serait à poursuivre, là, s'il y a des étudiants et étudiantes qui m'écoutent, là. Beaucoup de sujets de maîtrise ou de doctorat là-dessus, là. Parce que je pense que c'est effectivement ça. Donc, c'est un mouvement politique, mais qui est anti-politique à un monde où tout va être correct. Et c'est pour ça qu'on ne nomme pas inclusivité à quoi? Parce que si on le nomme à quoi, ça peut être différent pour toi, pour moi. Ça exclut autre chose. Ça exclut autre chose. C'est plus inclusif. C'est plus inclusif. Oui. Alors, et c'est très technicien comme dynamique. C'est l'inclusivité pour l'inclusivité. Et là, on touche ce qu'Heidegger disait. On confond notre destin avec celui de la technique. Notre technique, c'est pas d'être inclusif pour être inclusif. C'est d'être inclusif pour autre valeur, qui est autre chose que cette dynamique de répétition même, qui est le machinisme, qui est l'idéologie cybernétique. Oui, absolument. Fait que mettons qu'on revient à la surveillance. Oui. Au contrôle. C'est moins fort. Hein? Ça, c'était surtout David Lyon de l'Université Queen's, qui a été un des grands fondateurs là, de cette discipline de surveillance qui arrivait en même temps. J'avais commencé mon postdoc avec David à l'époque, puis quelques mois plus tard, malheureusement et heureusement en même temps, j'ai été repêché par l'UQAM, là, où je suis toujours. Donc, la surveillance, c'était aussi parce qu'il y avait plein de données qui arrivaient, hein, et puis ça date de longtemps. Et moi, je pense qu'il faut intégrer la surveillance dans des dynamiques plus larges. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas surveiller pour surveiller. C'est surveiller parce que quoi? Je veux assurer l'optimisation, je veux assurer le contrôle, je veux assurer la gouvernance algorithmique. Autrement dit, la surveillance, c'est pas un but en soi. Elle doit être intégrée dans des modules conceptuels plus larges, plus sociétaux. Fait que mettons la surveillance, justement, de ce qui est publié par rapport au COVID, ça... C'est une bonne surveillance dans votre perception? Là, on tombe dans les difficultés de définir c'est quoi surveiller. Quand j'ai une classe de primaire qui s'en va dans le cours d'école, puis j'ai un surveillant, on est bien content. Surveiller, chez les Grecs, c'était de avoir le souci de. Alors, il y a bien des choses. Hein. Surveillance, je pense que ce qu'on avait, nous, c'est l'idée en tête à l'époque, c'était,
on m'espionne, on me regarde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est... Ça n'existe plus. Vraiment. Ben, c'est là, mais c'est la marchandisation de nos données personnelles. Je veux dire, c'est ça qui se passe. Je veux dire, d'ailleurs, moi, j'avais commencé dès les années 2007, 2008, 2009. Facebook avait à peu près 2 ans, puis c'était bien hot dans la classe. J'ai dit, bon, on commence le cours. Et puis, j'ai parti avec le contrat d'utilisation. Ça a mis tout le monde... Ah ouais, qu'on coche tout sans l'avoir lu, là, clairement. Exactement. Comme quoi ils peuvent prendre des données, les amasser, les donner à d'autres. Autrement dit, personne ne régule ça. On peut faire ce qu'on veut, quand qu'on veut, puis les autres aussi. Puis là, on dit comme « wow ». Je me souviens même qu'il y avait... je ne veux pas la nommer, mais une grande centrale syndicale qui voulait faire une page Facebook. Puis bon, on s'entend à la LUQAM, parce qu'on est solidaire aussi de cette mouvance-là. Et puis, on m'avait appelé, puis j'avais dit, ben là, pas besoin de moi faire une page Facebook. Là. Mon petit gars qui avait 13 ans à l'époque, il dit, pas besoin d'en faire une, là, tu sais, je veux dire. Mais par contre, moi, je me poserais des questions. Il va y avoir de la pub là-dessus à un moment donné. Elle va être d'accord avec ça. Vos données sont sauvegardées aux États-Unis. Ça prend de la modération. Puis là, à un moment donné, je les voyais devenir blancs. Là, je dis, je pense qu'on va attendre un peu. Là, tu sais. Ben, pour revenir à ça, parce que, tu sais, je pense qu'on est à peu près tous conscients, ou presque, que, bon, nos données, ils servent de manière économique là, pour la pub. Parce que, tu sais, en soi, ils vendent nos données à des agences de pub ou à des le ministre de la Santé voulait vendre nos données de la RAMQ. Ben oui, oui. Pharmaceutique. Exact. Je pense que on comprend tout ou à peu près la perspective économique qui est reliée à ça, mais en quoi ça joue, par exemple, je sais qu'il y a d'autres impacts liés à ça, mais par exemple, au concept même de la vie privée, de l'intimité, parce que je sais que ça fait partie de vos recherches, en fait, présentement. Qu'est-ce que ça fait comme impact vraiment? Pourquoi que ça devrait, moi ou Nicolas, ça devrait l'inquiéter un peu? Cette notion de... D'ailleurs, il faudra fouiller. On a fait avec ma collègue Diane Poitras, qui est cinéaste, on a fait des séries de films sur Big Data et intimité. Je vous encourage à aller voir ça, fait par il y a des étudiants qui étaient cinéastes, des étudiants doctorants qui ont participé à ça. Et puis, mon amie Diane, elle est super, elle est fantastique. J'adore travailler avec elle. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le côté de vie privée? Ben, d'une part, il y a une double privatisation de la vie. De un, effectivement, c'est l'hyper-individualisme, ça nous envoie vers le privé, l'intime, plutôt que vers le communal. Et privatisation au sens économique du terme, c'est-à-dire que mes données marchandes, personnelles, entre guillemets, servent de froment économique, des dynamiques de rentabilité. Hein. Donc, on assiste à ça. Et à ce moment-là, il y a un intime qui devient... ça serait à regarder. Hein. Il y a comment il s'appelle? Fossel, qui a écrit un livre sur justement la privatisation de l'intime. Et c'était très intéressant. J'encourage les gens à le lire. Puis ce que vous voulez dire par là, c'est qu'on n'a plus le droit à ce jardin secret-là. Ben, c'est-à-dire qu'il sort. Il est rendu privatisé en termes d'économie. Et aussi, c'est plus un intime... je sais pas, tu sais, avant, tu pouvais dire, bon, ben, le puritanisme, à l'ère victorienne, tu pouvais mettre des valeurs communes. Maintenant, c'est tout... d'ailleurs, l'hyper-individualisme, je pense que c'est moins de l'intime que de la fantasmagorisation, carrément, là, tu sais. Pourquoi? Ben, c'est... Montréal à moi. Hey, j'avais un colloque à Paris, je débarque... C'est le monde tourne autour de moi, en fait. Ben, je débarque à Paris pour un colloque, puis avec mon collègue Marc Ménard, puis c'est... My Paris, mon Paris, c'est ça. Puis pourtant, Paris, c'est un lieu commun. C'est toute l'appropriation, c'est tout... C'est parce que les deux tendances vont de pair. Oui, c'est ça. Je libère le joug disciplinaire du mise en commun, puis je libère l'individualisme. Puis les deux tendances s'auto-alimentent. Ouais, et ça donne, en ce moment, ce que Bernard Stiegler appelait la misère symbolique, hein? La désorientation. On a perdu l'Orient. Et là, on a de la misère. Et son livre sur la bêtise en 2011, j'ai pas le titre exact, là, mais c'est ce qu'il disait, on s'en va vers de la bêtise. Ben, regardez ce qui se passe dans les discours en ce moment. Prenez par exemple les Américains. Il y a des conspirationnistes qui sont en train de chambouler les commissions scolaires pour se présenter, puis
ils sont carrément, leurs adversaires, ils les traitent de pédophiles, d'esclavagistes. Je veux dire, c'est du délire. Ouais. C'est de la fantasmagorisation. Et c'est ça. Ce sont des individus qui sont devenus bêtes, entre guillemets, parce qu'ils sont désorientés. Et tout ce qu'ils ont, c'est des trucs qui vont aller les chercher. D'ailleurs, il y avait un excellent article dans le New York Times il y a 2 semaines où la journaliste disait je voulais réfléchir sur un membre de ma famille qui... On a des bons rapports, puis tout d'un coup, il est devenu conspirationniste, puis en fouillant un petit peu, ben c'est ça. Il faut faire un tour, l'algorithme, répète au même, on y va. Et on puis crée là, une bulle. Et là, on crée ce qu'on appelle une chambre à écho. Hein? Ouais. Et l'algorithme nous renvoie ce qu'on a fait. Même si on a fait une fois, ça renvoie. Et puis là, ben c'est ça. On devient nourri de ça. Puis, est-ce que, à votre avis, il y aurait une façon de se libérer de cette contrainte-là, de chambre d'écho, d'algorithme, mais de quand même... Parce que avec le poids que ça a au niveau économique, on sait bien que les algorithmes, c'est pas prêt de disparaître, mais est-ce qu'il y aurait un moyen de les réguler pour... C'est bien difficile parce que l'algorithme, de un, il est souvent caché sous le drap de la propriété intellectuelle commerciale. Hein? Donc, on ne va pas le révéler. Il est souvent caché parce qu'on ne le voit pas aller, on voit juste ses effets. Et souvent caché parce que quand il peut s'auto-modifier, ben, Dieu sait ce qu'il est devenu. Parce qu'on n'a pas le contrôle dessus, personne là, c'est ça qu'on disait au début de la conversation. Donc, ça, c'est problématique. Nous, ça fait un moment donné, je me suis tanné, là, mais on a essayé de faire des comptes témoins sur Facebook. Ouais. Et de dire, on va faire des profils, puis on va regarder. Et on se heurtait... bon, c'est pas éthique. Tu sais, mais ils m'ont dit, oui, mais comment tu veux que je regarde Facebook? Puis c'était un compte témoin. Puis on avait réussi à montrer que statistiquement, ça change rien, qu'on communiquait pas avec d'autres mondes. Mais tu vois, la procédure, là, qui prend le dessus. Fait que c'est les comités éthiques, là, qui vous... C'est ça que vous êtes en train de me dire, là, qui disaient non. Ben, c'est compliqué. Puis finalement, on n'a jamais réussi à obtenir du financement. Tu sais, ils trouvaient ça trop politique, mais en même temps, c'est le politique. C'est l'absence du politique. Ouais. Alors, peut-être qu'il aurait fallu aller non pas en communication, mais en sociaux ou en Sciences Po. Hein? Là, ça aurait mieux passé? Je sais pas, mais parce qu'il y a un mouvement là, français surtout, hein, la science de l'information et de la communication. Puis eux, ben, c'est de l'empirisme nord-américain. Hein? C'est les usages documentés. Bon, j'ai rien contre ça, mais on n'est pas en sciences sociales. Là. On est dans... D'ailleurs, la dépsychologisation de l'influence, tout ça, c'est de l'empirisme. Parce que quand on était en sciences sociales, on vous sortirait Weber à ce moment-là. Hein? Les motivations d'action, les affects, les valeurs. Tu sais. Oui, absolument. Puis qu'est-ce qui vous fait peur, mettons, là, vous, personnellement? C'est une question que j'aime beaucoup poser à n'importe quel invité que j'ai, là. Donc, on peut même endurer un moment de silence, là, le temps que vous réfléchissez. Moi, ça va me faire plaisir, parce que je suis bien curieuse d'avoir votre réponse face à ça. Je sais que vous êtes proche de la retraite, comme vous m'avez dit au début, hors onde. Fait que je me dis, j'imagine que vous allez avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus cette absence, cette occultation du politique qui vient faucher la praxis, qui est cette caractéristique que nous avons ensemble, d'avoir charge du vivre ensemble. Et d'avoir charge du vivre ensemble, ça veut dire aussi vivre ensemble avec la nature. J'ai un doctorant... Jacob Boivin, pas le nommer, travaille sur la notion de technique et anthropocène. Oui, l'anthropocène, est-ce qu'on peut le définir, l'anthropocène? Ben, mais juste avant, là, ça, c'est quelqu'un que tu devrais me faire venir ici. Ah oui? Ah, j'adore avoir des... Parce qu'on travaille avec un spécialiste, Frédéric Néral, qui est un Français, mais qui enseigne, il est aux États-Unis, au Wisconsin. OK. Et puis, c'est vraiment intéressant. Mais en gros, l'anthropocène, vous savez, il y a des aires géologiques, le Pléistocène, nanana. Et maintenant, ce qui caractérise géologiquement la planète, c'est le résultat de nos actions sur celle-ci. Donc, l'impact de l'être humain sur l'état de la planète. Scène, c'est un paradigme géologique. Anthropos, humain. Donc, c'est l'ère de la géologie humaine. C'est-à-dire que l'environnement, il est façonné par nous. Et là, ben, on peut ressortir Hans Jonas, l'éthique de la responsabilité par rapport à la technique. Et là, c'est là qu'on voit que la technique peut devenir une source de problème. Parce que produire pour produire, ça vide. Puis produire pour produire en temps réel, c'est comme un principe de jouissance, ça produit du manque, puis on recommence. Et ça me fait de plus en plus peur.
C'est comme un cercle vicieux, là. Puis c'est comme s'il y avait... Il y a certains jours où je me dis, bon, ben c'est foutu. Je veux dire, c'est une question de quoi? 3, 4, 5 générations, je sais pas, mais ça va péter. D'autres fois, je suis avec les jeunes en classe et puis ça me donne le goût d'y croire. Oui. C'est ce que j'aime des jeunes. De faire l'enseignement. Mais en même temps, est-ce que... Tu sais, parce que c'est souvent vu de manière... négative, là, je veux dire, mais mettons que l'humain disparaît, tu sais, ça serait-tu si mauvais que ça? Est-ce que ça serait pour le mieux? Peut-être. Faut me demander qu'est-ce que je fais pour juguler mes craintes. Eh bien, je tripe sur la cosmogonie et l'astronomie parce qu'effectivement, à ces dimensions-là... Ça te donne l'impression qu'il y a plus dans la galaxie. On n'est pas grand-chose. C'est correct. Et puis là, on va retourner aux racines du bouddhisme, n'est-ce pas? Oui, parlons-en. C'est le vide du moyeu qui fait tourner la roue. Oui, parlons-en, parce que je sais que ça a eu une influence quand même. Vous en parlez pas tant que ça, mais j'aimerais ça rentrer là-dedans. Comment ça, vous savez ça, vous? Je fais bien mes recherches, je crois. J'imagine. Je vous pose la question, là. J'ai vu une vidéo. Au début, quand j'étais un jeune chercheur. Oui, quand même, vous étiez jeune. Quand même, puis il y a 400 ans de ça. Oui, c'est ça. Vous êtes quand même ouvert pas mal sur, ça, sur votre parcours, comment tel domaine est entré dans votre vie, les lectures marquantes. Puis, ça, c'était mon étudiant Quentin Victoire qui faisait ça. C'est lui qui avait parti ça. Il voulait faire comme un magazine ou un journal. Il était dans l'avant-garde des podcasts. Oui, il était... Carrément, dans le fond, là, Colin. Et c'est la même raison pour laquelle je suis ici avec vous. Moi, j'encourage ce genre d'initiative-là. J'aime bien ça. Gentil. Donc, oui, plus jeune, j'ai beaucoup trippé sur la philosophie indienne, asiatique. Comment c'est rentré dans votre vie? C'est un livre, je pense. C'est parce que je pense que comme c'était juste une curiosité. Ben des ados, j'avais un mal de vivre et puis je voulais trouver des réponses. Mais il y a des belles réponses. Par exemple, je cite souvent en classe Lao Tzu, et ça va revenir à ce qu'on disait. Le non, avec un N majuscule. Le non... excusez. C'est un 1 prise 2. La voix, avec un V majuscule. La voix qui est la voix n'est pas la voix pour toujours. Le non, avec un N majuscule, n'est pas le non pour toujours. C'est donc dire qu'il y a transcendance, mais elle est éphémère. C'est-à-dire que tout est éphémère. Et ça prend les deux. C'est qu'il n'y a rien qui est achevé encore là. C'est ça que ça veut dire? Être, c'est se reproduire dans le temps, donc c'est des philosophies du devenir. C'est voilà pourquoi la cybernétique et d'ailleurs, Simondon, Heidegger, moi-même, plus jeune, je tripais sur Edgar Morin, que comme vous, hein, je faisais la radio, on appelait ça des podcasts, mais j'avais eu Edgar Morin pendant 1h30 en entrevue, puis je pouvais lui poser des questions comme vous faites en ce moment. Alors, je tripais beaucoup là-dessus. Puis à un moment donné, comme vu qu'il y avait des problèmes, notamment... à la dernière fois qu'il est venu à Québec, Edgar Morin, il y avait une conférence. Et puis, j'étais allé avec mon chum Johnny. Et puis, je regardais, puis personne de sciences sociales. C'était tout du monde de marketing, puis de communication marketing. Puis je me rappelle d'avoir dit à Johnny, Johnny, je pense qu'on va être dans la merde. Mais, écoutez, c'est un outil... Dans le fond, c'est un outil très puissant. Hein? C'est de modéliser les interactions, les interrelations. Je veux dire, c'est très fécond pour penser le devenir, sauf qu'il ne faut pas succomber, comme dit Henri Lefebvre, que vous avez dû entendre parler beaucoup dans le fameux vidéo. Ça, c'est Jean-Guy Lacroix, mon directeur de thèse, qui m'a fait découvrir Henri Lefebvre. La fin de l'histoire, ça reste un phénomène historique. Hein? La fin des idéologies, ça reste idéologique. Exact. Et on peut utiliser la notion de système sans être systémiste. On peut utiliser la notion de structure sans être structuraliste. Dans la mesure que les systèmes, comme les structures, naissent et meurent. Hein? Et donc, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, c'était Lévi-Strauss, le structuralisme. Et d'ailleurs, les conférences de Macy qui ont beaucoup joué en cybernétique, Jacobson, Lévi-Strauss, c'était tout ce monde-là. Là. Et dans le fond, on pourrait dire que c'est la réification de la structure existante parce que c'est fondé sur l'homéostasie, la répétition de ce même-là, et non pas sur une révolution, par exemple. Fait que, mettons, pour résumer, ce que la pensée bouddhiste vous a apporté, c'est vraiment de voir la big picture puis de rien voir comme une finalité puis tout de voir en continuité. Puis que dans le fond, en fait, avec cette perspective-là, c'est qu'il n'y aurait rien de vraiment grave. Tu
sais. C'est-à-dire que, c'est ça. Et puis, j'aime beaucoup... il y a plusieurs écoles de bouddhistes, je pense celle du Grand Véhicule, le Mahayana, qui en fait dit que finalement, moi, j'irai pas dans l'illumination tant que tous les êtres ne seront pas aidés. Donc, ça fait aussi une éthique d'entraide, une éthique d'implication, de collectivité. Et je dois avouer que j'ai été très négligent. Il y avait une époque plus jeune où je faisais 1 heure de méditation par jour, 1 demi-heure le matin, 1 demi-heure le soir, 1h30 de tai chi tous les matins. Oh. Et aujourd'hui, je suis rendu un aide soixantaine bedonnant et qui a abandonné tout ça. Et je me dis qu'un de mes projets de retraite devrait peut-être retrouver une forme de sérénité et puis peut-être que ça pourrait m'amener vers... calmer certaines angoisses et de me retourner vers le cosmos. Oui, de voir justement. Mais c'est drôle parce que c'est ça, il y a 2 effets que ça fait. On dirait ceux qui s'intéressent un peu justement à l'univers, puis à la galaxie, puis à comment on est petit dans le monde. C'est soit que ça crée de l'anxiété ou soit que ça te calme. Puis moi aussi, ça me calme. Fait que je suis contente de voir que je suis pas la seule là-dedans. Mais aussi, j'aimerais ça revenir là-dessus parce que j'aime ça en parler, puis j'arrête pas de parler à tout le monde de comment je pense que tout le monde devrait méditer dans la vie. Ouais. C'était quoi l'effet que ça vous a fait, vous, quand vous faisiez 1 heure de méditation? Qu'est-ce que ça vous apportait? Eh bien, ceux qui m'entendent s'imaginent avec raison que j'ai une grande gueule et que vous devriez voir la petite voix dans ma tête est encore plus grande. Donc, la méditation, c'est d'abord et avant tout de décrocher ça. Et c'est très difficile. Maintenant, j'ouvre une autre porte. Je fais une autre forme de méditation, un petit peu plus amateur, mais je suis devenu un amateur, un foodie. Je fais de la cuisine depuis quelques années. Et ça me permet de jumeler 2 choses. 1, de travailler avec mes mains, à part le clavier, là. De 2, ça me permet de libérer mon esprit pendant que je récite l'évangile de la recette, parce que je suis pas un gars qui va créer des recettes. Moi, ça me prend la roadmap. Vous êtes concentré. Puis, Et puis, c'est aussi, n'importe qui aime faire la cuisine vous le dira, on cuisine toujours pour les autres. Ouais. Donc, je retrouve un petit peu ce sentiment de vivre ensemble. Mes amis le savent, je fais toujours des portions, moi, pour 400 personnes, puis après ça, je vais les donner à tout le monde. mais je comprends. Puis est-ce que c'est plus d'être dans le moment présent, en fait? Au final, ça, c'est une chose. D'ailleurs, c'est une très belle question parce qu'on pourrait se dire, quelle est la distinction entre le moment présent, le now, si célèbre en méditation, là, par l'Allemand qui avait écrit ses livres là-dessus. Là, en tout cas, il va nous retrouver. C'est un classique. Là. Nick pourrait peut-être nous faire une petite recherche, mais bref. Mais bon, donc, l'instant présent et l'instantanéité de l'hyper-individualisme, c'est pas la même chose. Ouais. Il y en a un, c'est l'instant présent où je suis dans moi-même. L'autre, c'est l'instant présent à dire, sors-toi de cet instant-là. Je veux ça maintenant. C'est plus l'instantanéité. C'est ça. D'ailleurs, avec mon ami collègue Marc Ménard, on parle d'immédiateté. Immédiateté maintenant et immédiat, pas de T, pas de médiation. C'est pour ça qu'on est hey, le réel... Il y a autant de réels que de gens qui en font l'expérience. Je parlais avec des informaticiens d'un colloque depuis quelques années, et puis eux autres, ils disaient, ils appelaient le mot ontologie au pluriel. Je dis, mais non, ça ne marche pas. Ils disaient, non, c'est dépassé, ce côté humaniste, là, ontologie. Non, on prend au pluriel. Ouais, c'est vos racines, vous, quand même. Oui, bien, ontologie, c'est de dire, voici, c'est le degré 0, si je peux dire. Alors, si on le met au pluriel, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, donc c'est créé. Donc, les informaticiens vont me créer un logiciel, un environnement qui va être ontologique. Bien, ils vont en créer 2 ou 3. Ah, c'est des ontologies. Mais s'ils sont respectables dans leur ontologie, c'est donc dire qu'elles sont indépassables. Et c'est ça le contrôle. C'est ça qui coupe le rêve. C'est ça qui coupe le futur, l'avenir, qu'il change pour un futur. On est pris dans des pseudo-ontologies qui agissent comme des ontologies. C'est dépassable. Et je vais le vulgariser. Ah, la machine ne veut pas. Le système ne peut pas. Hein? Ça, c'en est une façon de dire l'ontologie n'est pas dépassable. Hein? Oui, absolument. Ça, oh mon Dieu, j'aurais plein de... Je regarde l'heure qui passe, puis je suis comme Colin. C'est Eckhart Tolle, je pense. Ça se peut-tu? Eckhart Tolle qui dit? Tolle.
Je ne sais pas comment le prononcer. Edgar Tolle, oui, exactement. Merci. Il est tout le temps là. Tout le temps là. Notre ange gardien. Merci. J'entends des voix, c'est grand-papa, c'est toi? Oui, c'est ça, parce que là, pour ceux qui écoutent, sachez que Nicolas était avec nous avant, puis là, il est plus dans la pièce avec nous. Donc, il est rendu sous forme de voix spectrale qui nous arrive du haut des cieux. Ouais, transcendant, n'est-ce pas, cher Nicolas? Faudrait que je mette la petite reverb dans ma voix aussi. Oui, un peu de reverb dans la voix, ça serait parfait. Absolument. Et on pourrait être enfin dans le progrès. Oui, c'est ça. Pour les prochaines fois. J'espère travailler là-dessus. Bref, mon Dieu, ça m'a coupé de ce que je m'en allais dire. Dernière question, avant de vous laisser partir. Une question que je pose aussi à tous mes invités quand ils passent au studio. C'est quelle est votre plus grande leçon du haut de vos soixantaines d'années que vous avez dit tantôt? Ouais, 60 ans! Quelle est votre plus grande leçon jusqu'à maintenant? Là, parce que clairement, c'est pas fini, mais ouais. Pour un gars qui a fait une carrière de crise d'angoisse, ma plus grande leçon, c'est capote pas, man. Ah ouais, ça stresse. Sérieux? Hey, c'est hot pour vrai. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui s'attendait à genre une grosse explication, une grosse... mais ouais. Fait que ça c'est ça, donc et c'est pour ça, donc la méditation, de retrouver, n'est-ce pas, la paix de l'âme. Et je pense qu'il y a aussi le fait que à bien des égards, j'ai vécu mon adolescence à 50 ans à l'UQAM. Pourquoi ça? J'étais de tous les combats. Et j'ai été travailleur autonome tout seul pendant bien longtemps. Et puis à un moment donné, là, je me suis comme déchaîné. Et comment créer des programmes. Il y avait des luttes, tu sais. Et là, je suis dans une phase où... puis est-ce que ça... meurtri, hein, un peu. Et puis je me dis, bon, ben là, il est temps. Et ça, c'est l'autre apprentissage que j'ai fait. Vous savez, prof, doctorat, ça veut dire doctore, doctrine. On est les gardiens de la doctrine. Et les gardiens de la doctrine, ça fait deux choses dans la vie. Ça le reçoit de l'autre et ça le donne aux autres. Alors, moi, ça, c'est une chose que j'ai appris dans mon boulot et je suis rendu là maintenant. Donc, je veux redonner à d'autres. Alors, j'ai coupé. J'en prends plus au doctorat. J'en ai 4 en ce moment. Et puis, ils sont formidables. Je vais les mener à terme. Et j'aurai passé... d'ailleurs, il y a un flambeau. Je pense à... J'en ai une, Myriam, qui enseigne chez nous. Et puis, bon, puis je suis très heureux. Puis je vois s'il y a des heures dans le locaux avec Myriam, c'est le fun. Et c'est ça. Ça me comble. Hein. Bon, peut-être que ça me rassure en disant, bon, ben parfait. Il y a d'autres gens... J'ai fait ma job, dans le fond. Ben, une partie de notre job, c'est de passer à l'autre, effectivement. Et puis d'accepter aussi, et ça, c'est peut-être plus dur, ça, c'est peut-être le plus gros défi. Si je veux être conforme à ma position épistémologique, philosophique, c'est-à-dire que tout est devenir, moi, j'étais un nouveau devenir par rapport à ce qui était déjà avant. Et ceux qui s'en viennent, je peux pas chialer qui sont pas comme ce que je suis maintenant. Mais en même temps, il y a des défis qu'on jase, mais c'est cette nuance-là qui est dure à aller chercher, tu sais, entre accepter l'inévitable, puis d'essayer de voir le bon, puis en même temps de rester critique, de dire oui, mais attention, là, tu sais, je veux dire. On peut quand même faire ça. Puis... C'est dangereux aussi, tu sais. Fait que ça donne ça. Mais peut-être comme objectif, peut-être va donner ça, de triper plus sur la notion d'éphémère. Ah ouais? Ouais. Mais là, on dirait que ça revient aux réseaux sociaux. Là. Tout est éphémère. Il y a eu cette... Ben, c'est-à-dire que, aussi, oui, c'est éphémère, mais pas là où ça compte. C'est le jeu est toujours là. Puis d'ailleurs, on parle d'automatisation des affects, tout ça, quand c'est rendu que les médias sociaux créent nos propres mémoires. Hein, Facebook fait ça. Absolument, là. absolument. Et voilà. C'est un prolongement de notre mémoire qu'on a en nous, là, pour revenir au transhumanisme. C'est un peu ça aussi. Il va falloir en gros, là, si j'ai un message à adresser là, aux jeunes, là, la technique est ni bonne ni mauvaise, mais surtout pas neutre. Ouais. Allez-y avec ça. Il n'y a pas de réponse. Justement, la réponse, c'est pas une réponse, c'est un questionnement. C'est une question qu'il faut toujours se poser. Et parfois se poser et parfois s'opposer à. Donc, parce que sinon, écoutez, j'ai vu, moi, dans une soutenance doctorale, des membres du jury qui avaient une montre à Apple. Alors, je faisais l'innocent, ce qui me vient tout naturellement. Et je disais,
ça va être bon, t'as pas. Hein? Puis ça s'est dit, bon, en psychologie, là. Puis qui me disait, finalement, c'est cool, ça me dit quand boire, quand marcher, quand. C'est fou. Tu sais, on n'écoute même plus notre corps. Hein, on se fie sur une technologie. Nous autres, là, à un moment donné, on a trippé dans le laboratoire sur la mobilité. Alors, on a construit une app qui va sur le téléphone, et de façon anonyme, bien sûr, permet de voir qu'est-ce qui a été fait, quand et où. Et ce qu'on voulait surtout mesurer, puis là, la pandémie est arrivée, fait qu'on a juste quelques tests, mais on voulait voir combien de temps il se passait en ding, notification, puis je vais le chercher. Hein, parce que là, tu as le bienveillant cybernétique, là, tu as le temps réel. Et puis, on avait du monde qui disait, moi, je sont toutes désactivées, mes notifications. Ouais, moi, je suis sur le mode avion, mais comme... Le problème, c'est que quand on regarde, les gens allaient d'eux-mêmes à trouver 20 minutes vérifier les affaires. Ça s'appelle un sujet discipliné, autodiscipliné. J'ai même plus besoin de faire des notifications, on y va soi-même. Et puis, je lâche pas une roche à toi, je suis pareil. Moi, d'ailleurs, un des objectifs, il faudra me sevrer là, de tout ça. Là, parce que moi, je suis un peu... Je pense que tout le monde devrait passer par là. Oui. Moi, j'y pense. Mais moi, en plus, je suis un fusionnel, dépendant fusionnel et romantique. Autrement dit, il faut que je fasse l'expérience sensible des choses. Et là, je me fais une idée. Alors, j'ai beaucoup de cicatrices. Et puis, il est temps de reculer un petit peu, là, d'arrêter les recherches d'informations, puis tout ça. Écoute, il y a des fois, je me disais, aujourd'hui, là, j'aurais le goût de démonter du silicone, là, de péter à la gueule du silicone, là, de monter quelque chose. Mais ça, c'est parce que j'étais un ancien journaliste techno. Ben oui. Et j'aimais beaucoup monter, démonter. Mais ça aussi, ça l'a donné une impulsion très tôt. Je suis tombé sur un ordinateur avec pas de manuel. C'est parce que j'avais dactylographié 3 fois mon mémoire. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, là, ça va faire. Fait que j'ai investi dans un ordinateur qui faisait pas grand-chose que du maudit basic parce que j'avais pas rien. Et puis, à un moment donné, je suis devenu formateur à l'éducation des adultes. Pour des gens qui, très souvent, on parle des années 80, là, des gens qui arrivaient du boulot, là, des secrétaires, ou des adjointes administratifs, et qui, plus de dactylo, juste un ordinateur puis un WordPerfect. Ouais. Débrouillez-vous. Et là, j'ai eu à vulgariser, j'ai eu à enseigner, et j'ai eu le rapport à la technique. Et très tôt, et ça, c'était une valeur fondamentale pour moi, je me suis dit, il ne faut pas que je laisse les ingénieurs entièrement déterminer ce qu'est l'expérience de faire de la bureautique, parce que c'est pas juste d'ingénieur. C'est l'outil, oui, mais c'est pas juste ça. Et alors, je me rappelle, j'amenais mon ordi, des petites madames de Simpson Sears qui s'étaient fait mettre à pied. Puis on va donner des nouvelles formations. J'ai amené mon ordi, avec mon tournevis, j'avais enlevé le hood. Puis là, j'avais dit, vous allez enlever les cartes. Ben oui, non. Les petites madames ont enlevé les cartes maîtresses, les cartes mages. Bon, on va leur montrer. Ça ne marchera pas. On allait voir. Et on leur montait ensemble, puis ça marchait. Puis là, j'ai dit, bon, c'est juste une crusse de machine. OK? Ouais, parce que vous avez. C'est pas juste ça, là, mais il y a aussi cette dimension-là. Oui. Ben, c'est parce que, tu sais, vous avez vécu vraiment le changement de paradigme, là, carrément. Bien, oui, c'est le paradigme. Ça, j'avais fait dans ma thèse qui est devenue un livre. C'est le paradigme de l'informatique personnelle. Ah, oui. Et c'est ça. C'est le duo Wintel, Windows et Intel. Et là, en ce moment, on a un nouveau paradigme avec Apple, les tablettes, les téléphones et aussi des nouvelles puces. Alors oui, il y a plusieurs paradigmes. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a inspiré à revenir terminer mon doctorat. Je l'avais commencé à McGill en 1822. Et puis, j'avais abandonné pour toutes sortes de raisons, mais principalement, j'étais trop jeune et con. Alors maintenant, j'ai vieilli, donc je peux poursuivre. et à l'époque, je faisais des conférences pour le Centre de recherche informatique de Montréal, puis c'était tous des informaticiens, puis des vulgarisations. Et je me disais, mon Dieu, dis-moi avec quel équipement tu fais de l'informatique et comment, je te dirais qui tu es. Et je dis, il n'y a pas de sociologie de tout ça. Il faudrait que ça soit fait. Et puis, c'est ça qui m'a donné le goût en 2003 de retourner sur les bancs d'école et faire mon doctorat, qui a été une belle expérience avec Jean-Guy Lacroix, Michel Freitag, Jacques Mascotto, vraiment une belle gang. J'espère me rendre mon doctorat, moi aussi. En sociologie aussi. Oui, absolument. Mais là, je suis en train de finir mon bac. Là. Fait que je vais commencer par faire la maîtrise. Une maîtrise. Le doc. Là. Mais moi, c'est la question que je demande à ceux qui viennent me voir faire une maîtrise. Voulez-vous faire un doctorat? Parce qu'on va s'arranger pour qu'un puisse continuer dans l'autre. Oui, d'aller dans des sujets. Ah ouais? Oui.
Bon. Quel sujet qui vous inspire? Ah, ben là, je veux pas, je veux pas parler de ça en ondes, mais peut-être hors d'ondes, là, on pourrait en parler plus parce que je pense pas que ça intéresse les gens, mais... Dans ma sociologie, en technique? Oui, c'est sûr que moi, je vais en sociologie. Là, OK. Là en ce moment, c'est ça, je suis en psychologie et sociologie pour mon bac, ce qui est quand même nouveau, là, qui n'était pas une discipline possible, là, en tout cas, qui est juste pour récente. dire, moi, quand j'avais votre âge, là, j'ai suivi des cours de sociopsychologie et de psychologie sociale. Oui, c'est ça. Les deux se rencontrent. Exact. Ben oui, puis tu sais, comme vous, j'ai fait communication avant, j'ai fait Cégep de Jonquière, j'ai fait une technique. Oui. Donc, j'ai fait la radio, j'ai fait de la pub. Tu sais, moi c'est ça que je trouve intéressant, puis que Céline Lafontaine, en fait, m'a donné comme curiosité, c'est justement parce que j'avais déjà cette base de connaissances-là, de savoir comment la pub fonctionne, comment les réseaux sociaux fonctionnent, les algorithmes. Moi, j'ai appris tout ça dans une perspective, justement, de pub et compagnie. Puis là, quand que j'ai retrouvé ces apprentissages-là, mais sous un regard carrément différent avec Céline, justement, qui me donnait un cours sur la technologie, culture et société, ben là j'ai comme eu un tout autre regard par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est une de nos grandes chercheurs, Céline Lafontaine. Ben oui, vraiment, c'est une sommité, là. Vraiment, vraiment au Québec. Puis c'est pour ça que je veux la recevoir, puis j'espère... Et très sympa. Vous lui direz bonjour de ma part. Oui, j'espère avoir l'occasion de la recevoir, là. C'est sûr que je sais pas trop. Je pense que pour l'automne, là, ça allait être assez difficile de son côté, mais... Éventuellement, j'aimerais vraiment ça parce que il n'y a pas assez de place exactement, il n'y a pas assez de place pour la sociologie, non seulement dans le discours, comme on en a parlé, mais je pense qu'il n'y a pas assez de place non plus pour les sociologues féministes comme elle est. Puis là, en tout cas, je sais qu'elle... je sais pas comment dire. C'est féministe, peut-être pas dans le sens... commun du terme, là, c'est très matériel. C'est une féministe matérialiste, là, je pense qu'on pourrait dire. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut comme laisser place, justement, à ce genre de discours-là, parce que, justement, je pense qu'il y a un engouement au niveau de la psychologie, puis je comprends pourquoi, les gens veulent se comprendre, se connaître, savoir leur pattern, puis c'est pour ça que j'essaie d'avoir les deux, puis d'avoir autant un côté technocratique au podcast, autant d'avoir un côté expérientiel aussi, qui est comment t'as fait l'expérience de telle affaire, comment t'as acquis tel apprentissage. Puis en tout cas, bref. Bonne nouvelle, hein, parlant des dames. Je regarde chez nous, on a une maîtrise en jeux vidéo et puis on a créé un nouveau profil en médias numériques qui va ouvrir l'an prochain, un profil en jeux vidéo et un profil à l'UQAM, ça. À l'UQAM, et un profil en intelligence artificielle. Et l'idée, on voulait ouvrir à l'automne, mais le programme a été approuvé seulement en décembre de l'an passé, puis l'inscription, c'est février. Alors, on n'a pas eu le temps. Alors, on n'a pas pu ouvrir intelligence artificielle cette année, mais les cours se donnent en 3e année. On a des plans pour rattraper, mais l'idée, c'était de dire, on voulait former des spécialistes qui allaient pouvoir s'insérer entre l'ingénierie informatique et le social. Fais attention à ceci, fais attention à cela. Puis, tu sais, l'éthique. Puis, comme médiateur, là, carrément. Là, carrément. Et en termes de jeux vidéo, beaucoup de jeunes femmes. Ça, je trouve ça intéressant. Kick-Ass, là, des jeux, là, tu sais. Et puis, nos premières doctorantes, c'est des filles en jeux vidéo, là. D'ailleurs, à l'UQAM, c'est Gabrielle Trépanier-Jobin et Maude Bonenfant, mes collègues, qui sont le cœur et l'inspiration de ce programme-là. Fait que ça, c'est super intéressant, tu sais, de dire que c'est les gars, la technique, c'est pas juste une affaire de gars, là, tu sais. C'est pas juste... C'est de moins en moins vrai, mais à mon époque, c'était ça. C'est très ancré, là. Ouais, ben, il y a tu sais, je veux dire... ça reste vrai, je veux dire, que tout ce qui est social, éducation, infirmière, prendre soin des gens, tout ce qui est social, communication. On voit beaucoup de femmes, mais tu sais, je pense de plus en plus, là, juste moi, en tout cas, en communication, quand j'ai fait ma technique, il y avait quand même beaucoup de garçons, là, tu sais, je serais pas prête à dire qu'on était autant, mais... J'ai 4 doctorantes et 2 doctorants. C'est 2 pour 1 pour les filles. Et je me réjouis de ça, pas parce que c'est des femmes, non.
sont les meilleurs. et ça, c'est intéressant aussi. Alors, j'ai hâte de voir, moi, dans les universités, s'il n'y a pas un plafond de verre. C'est ça que j'ai hâte de voir. Parce que, bon, je suis content que ce soit des femmes, que je pense qu'on en prend plus, mais on ne leur a pas donné le diplôme parce qu'ils étaient des dames. On les a donné parce qu'ils l'ont mérité, puis ils sont fortes. Ce sont des esprits vraiment... je pense à... J'en ai plusieurs. Ils travaillent sur le hacking. Je pense à... tu dois la connaître. Et ça, c'est une personne que tu devrais inviter, Anne-Sophie Letellier. C'est une spécialiste de parties pirates en Islande, le hacking, les affaires Snowden, sécurité personnelle. Puis je m'y connais tellement mal là-dedans. En plus, fait que ça pourrait être intéressant. C'est quelqu'un qu'il faut... Ah oui, elle a un beau parcours, Anne-Sophie, là. Cool. C'est une experte, là. Elle a des contacts partout dans le monde, là. La surveillance, là, va t'en parler, là. Ouais, c'est ça. Elle a fondé un laboratoire. Elle a travaillé à l'École du numérique. Elle a travaillé aussi sur Crypto-Québec. Donc, non, elle est... Il y en aurait long à dire. Ça, c'est quelqu'un... Okay. Bon, ben ça fait 2, là. Ouais, ça fait 2, là, Jacob Boivin pour l'Anthropocène et la technique. Oui. Puis Anne-Sophie Letellier pour tout ce qui a trait Anne-Sophie travaille sur un aspect intéressant, c'est de dire, le monde virtuel. Non, virtuel, mon derrière, c'est Mato, ça prend une infrastructure, qui sait qu'elle contrôle, comment, d'où c'est que ça vient, puis les lois. Exact. Hein, parce qu'on a c'est très peu compris, là, je dis moi, mais je doute que ben des gens... savent qu'au contraire, il y a plein de conspirations par rapport à ça. Puis ce que je trouverais le fun de ces deux personnes-là, et en passant, tant qu'à y aller, Laurence Grondin-Robillard, mon étudiante qui travaille sur les fausses nouvelles, la propagande dans TikTok, c'est une spécialiste de ça. Fait que ça fait 3 personnes. Et ce que je trouve intéressant, contrairement à moi qui est un vieux con, ça va être des jeunes. C'est des futurs chercheurs et chercheurs. Assez inspirant, puis... Et c'est très inspirant. Honnêtement, là, je me permets de pousser. Tu m'envoies un courriel, je vais t'envoyer leur nom. Oui, absolument. Ça serait formidable. D'ailleurs, Laurence me remplace de plus en plus quand c'est le temps d'aller faire la tournée à Radio-Canada, des trucs comme ça. Maintenant, je lui donne. Ah ouais? Ah oui. Et c'est une spécialiste des réseaux sociaux, de la viralité, de la circulation, la surveillance, ça. Alors, vraiment, il y aurait un trio avant là, assez pété, merci. Parfait. Clairement, on va s'envoyer un courriel par rapport à ça. Et André, merci énormément merci pour beaucoup. Votre temps. Ça a été très agréable. De même, de mon côté, puis j'ai hâte de voir comment ça va être reçu aussi, puis au plaisir de rediscuter avec vous, peut-être. Ben oui, tu as dit que tu voulais me tutoyer, mais tu me vouvoyais tout le long. Je pense que... C'est mon âge avancé, n'est-ce pas? Non, mais moi, c'est parce que je me suis fait assez taper ses doigts dans ma vie à cause de ça, que maintenant, je pense que c'est ça, c'est comme ancré en moi, mais bon, tant mieux, tant que vous vous êtes senti à l'aise, c'est ça l'important. Exactement. Fait que merci beaucoup, André. Ben merci.